Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Dreamcast Show. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et pour cet épisode 110, je joue sans mon numéro 10, sans Azad, puisqu'il est actuellement, il est en voyage d'affaires. Non, plus sérieusement, il est pas disponible aujourd'hui, il est dans le train. Mais c'est pas grave, puisque c'est un nouvel épisode de draft et on va recevoir Titouan Chronique, qui avait déjà fait 2 épisodes avec nous. Il avait fait Dylan Harper, il avait fait je perds mes mots, j'ai oublié, mais oui, Kasparas Giakoušionis. Et on va faire aujourd'hui boucler la boucle avec le 10e prospect, c'est Vijay Edgecombe. Valdez Edgecombe Junior peut-il être une star en NBA? Eh ben, on va essayer de vous présenter ce profil. Installez-vous bien et on est parti tout de suite. Et donc, pour cet épisode, eh bien, comme j'ai dit, on reçoit le premier invité des profils de draft de cette année, puisque c'est Titouan. Titouan, bienvenue, et comment tu vas? Remercie pour l'invitation et ça va très bien, chaudement en ce moment. Ça va chaudement, ouais, tu ne brûles pas trop. Un peu, puis en plus, vraiment, je suis un peu roux ou blond vénitien, ça dépend de mes humeurs, de ce que je veux faire dire aux gens. Et du coup, moi, dès qu'il y a un peu de soleil, j'essaie de le fuir. Ça tombe mal. Ça Ouais. tombe mal parce qu'aujourd'hui, en plus, on va aller aux Bahamas. On va aller aux Bahamas pour parler d'un prospect sur lequel je suis mitigé, donc je vais avoir besoin de ton avis. Je vais avoir besoin de ton avis assez fortement, puisque c'est Vijay Edgecombe. C'est Vijay Edgecombe. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. C'est est-ce qu'on fait du reclassement dans le board qu'on a fait jusqu'à présent? Je vais te l'énoncer. En 1, on a Cooper Flag. En 2, on a Dylan Harper. En 3, on a placé Con Knuppel. En 4, Colin Murray-Boyles. En 5, Kasparas Giakoušionis. En 6, Derrick Queen. En 7, Trey Johnson. En 8, Malwak. Et en 9, Ace Bailey. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux placements qui ont été donnés par les intervenants? Moi, je t'avoue, j'aimerais bien baisser un peu Murray-Boyles, mais en même temps, j'aimerais bien remontrer peut-être Trey Johnson, mais en même temps, je sais pas, cette draft, au-delà de la troisième place, au-delà de la deuxième place, pardon, elle m'inspire pas grand-chose. C'est vrai que, mais après, je sais que je suis un des seuls à ne pas être justement dans le train de Derrick Queen, donc j'aurais eu tendance à passer Trey Johnson devant Derrick Queen. Ouais, Mais j'ai pas encore écouté votre podcast sur Derrick Queen. Je, je vais m'y atteler, peut-être que ça me fera changer d'avis. ouais. Euh, et sinon, c'est Kasparas que moi, personnellement, dans mon board, je l'ai en troisième. Là, il est 4, c'est ça? Non, il est 5. Il est 5 Ouais. derrière CMB, Euh, ouais. ouais, j'aurais tendance à faire passer Kasparas devant CMB, mais après, je sais que Kasparas. Ouais, Kasparas, si tu crois pas à sa capacité physique à tenir en NBA et à pas perdre trop de ballons, je peux comprendre que du coup tu l'es plus bas et que tu l'es potentiellement derrière CMB. Donc voilà, mon board est un peu différent, mais je suis pas choqué de l'ordre. Ouais, c'est vrai que Yakushionis, en y re-regardant, il y a quand même, je crois, 25% de turnover percentage. C'est assez énorme. Donc peut-être remonter Trey Johnson. Peut-être remonter Trey Johnson d'une place ou deux, et Yakushionis d'une place ou deux. Ok. Ok. Et où est-ce que va tomber Valdez, notre ami Valdez? Je ne sais pas. Pour les présentations, commençons avec notre prospect du jour. Valdez Edgecombe Junior, né le 30 juillet 2005. Donc il est quand même relativement jeune, mais il a un an de plus que Cooper Flag, pour ceux qui n'ont pas tout en tête exactement. Donc il aura 20 ans. C'est vraiment un âge normal pour un rookie. Et c'est un arrière ailier.
il a été mesuré, et c'est là où c'est un premier défaut un peu de son profil, en tout cas une première déception alors qu'il a même pas mis un pied en NBA, c'est son NBA Combine en termes de taille. On a un joueur qui fait 6'4", 6'4", donc 6'4", donc 6 pieds 4. C'est grosso modo 1m93, donc plutôt une taille de meneur, avec une envergure de 6'7", donc 2m01. Et c'est vrai que on savait que c'était pas un joueur avec on va dire le corps d'un ailier classique, mais pour te lancer un peu dessus, bah on avait quand même l'impression qu'il était un peu plus grand que ça. Et peut-être pas la taille, mais l'envergure aussi, je pense, parce qu'il donnait vraiment l'impression de jouer plus grand qu'il ne l'était. Et finalement, 2m01 d'envergure, c'est pas non plus la folie, quoi. Ouais, bah, on en parlait un peu ensemble, mais je pense que le fait qu'il soit un peu monté fin, entre guillemets, que ce soit un joueur plutôt filiforme, me donnait l'impression d'avoir des grandes jambes, des grands bras, alors qu'au final, il fait que 1m93 pour 2 mètres d'envergure, comme tu as dit. Donc ouais, c'est un peu une petite douche froide, on va dire, pour lui. Même si au final, je pense que ça va pas trop l'handicaper en fonction du rôle dans lequel tu le projettes, parce que on va en parler, mais il a des qualités athlétiques qui sont assez, je sais pas si je dirais élite ou exceptionnelles, mais qui sont très bonnes. Ouais, ouais. On pourra y revenir, mais en fait, c'est assez marrant parce que il en a qui sont élites, je pense. Ouais, Notamment la verticalement, verticalité. ouais, 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 c'est ça, mais horizontalement, peut-être un peu moins. c'est ça. Mais j'ai envie de commencer et de surprendre mon monde, de commencer peut-être avec ce que je trouve peut-être le plus attrayant ou en tout cas le plus NBA ready avec lui. Et c'est quelque chose dont il avait parlé d'ailleurs pendant les interviews pré-draft. C'est le côté défensif avec lui. Alors oui, il joue à Baylor, pour ceux qui ne savaient pas, et son poids, là, je l'ai à 83 kilos. Donc on a, comme tu dis, un joueur qui est assez fin et qui a ce côté du coup où enfin, ses jambes et sa longueur de bras ressortent vachement par rapport à son corps assez fin, justement. Bon, voilà. Et donc, il joue à Baylor, et ce qui est intéressant, je pense, qui est le plus NBA compatible dès son entrée en NBA, c'est sa défense. Et c'est un défenseur, alors je vais te laisser un peu dire ce que t'en penses, mais qui a été utilisé différemment. Je vais faire un peu le profil comme ça. Euh, il a été notamment utilisé beaucoup sur le point d'attaque, défenseur du point d'attaque. Et c'est vrai que là-dessus, il a un côté où il dominait aussi en NCAA physiquement ses adversaires. Et il y a pas mal aussi de playmaking défensif, on pourra y revenir, qui vient justement de ce côté où là, il y a de la domination physique. Et aussi, il a aussi été utilisé, ce que je trouve intéressant et notable, c'est dans une zone 2-1-2 où il a été utilisé au milieu. Il était utilisé comme le 1, pas mal à Baylor, donc la no-middle zone en gros de Baylor, un peu à la Jrue Holiday qui avait été utilisé comme ça par Joe Mazzulla, surtout l'an passé. Et c'est plutôt en tout cas voilà, un défenseur, je vais te laisser compléter si il est positif ou pas selon toi, mais on peut peut-être commencer avec la défense on-ball, où ça c'est vrai que c'est un gros attrait de son profil, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est un. Bah, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'il est étiqueté, c'est que c'est avant tout un très bon défenseur. Et c'est là où on en vient, on en parlera aussi sur la défense off-ball, mais où je pense que sa taille et son envergure n'est pas trop problématique, même si évidemment avec quelques centimètres de plus ce serait mieux. C'est que c'est un joueur qui physiquement est capable d'encaisser le contact quand il défend vraiment sur l'homme. C'est un joueur qui est capable d'encaisser le contact, c'est un joueur qui est très intelligent, je trouve, et qui se déplace plutôt bien. Par contre, je dirais pas que sa défense. Moi, je me demande si je préfère pas la défense off-ball que on-ball, euh, parce que je trouve que on-ball, ce sera toujours un défenseur positif. Je pense pas que ce sera un défenseur négatif, mais je pense pas que ce soit le défenseur on-ball si élite que ce qu'on veut nous faire croire, parce que je trouve que sa mobilité est pas si bonne que ça. On parlait de sa verticalité qui est élite. Je pense pas que son horizontalité et sa capacité aussi à se déplacer de droite à gauche, enfin sa mobilité est si bonne que ça. Et je pense que même s'il est petit, je pense que face à des petits ball handlers en NBA très rapides avec un très bon handle, je pense qu'il pourrait être un peu mis en difficulté. Donc
Donc ouais, je pense que c'est un bon défenseur handball, mais c'est pas le défenseur élite que on veut nous faire croire. Et je trouve il y a un truc dans son côté handball où pour moi c'est un peu aussi son point faible. C'est, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la navigation d'écran, Ouais, pas. c'est elle est pas très bonne pour l'instant quoi. Même dans la technique, en fait il se fait très vite effacer quoi, et il a du mal à revenir en position et repasser devant quoi. Ouais, je trouve qu'en plus, un de ses problèmes sur la défense on-ball, c'est qu'il a tendance, comme s'il voulait, je sais pas, comme s'il voulait prouver, mais il a tendance à vraiment vouloir monter haut sur le joueur, à vraiment vouloir être en contact physique avec lui, vraiment le presser haut, sauf que des fois il peut se faire surprendre et se faire passer assez facilement, qu'il y ait un écran ou pas en fait. Et des fois ça arrive qu'il se retrouve limite déjà sur le côté de son attaquant avant même que l'écran ait eu lieu. Et du coup, après, bah, il y a Mm. l'écran qui arrive et en fait, il prend un écart qu'il n'arrive pas à compenser derrière, quoi. Et je trouve que il y a on parle souvent, quand on parle de qualité athlétique, on pense souvent au jump, à la vitesse, etc., l'explosivité et tout ça, mais je trouve qu'il y a aussi, on en a déjà parlé d'ailleurs, je crois, ensemble dans un podcast, mais il y a aussi tout ce qui est un peu agilité, coordination du corps. Et je trouve qu'au niveau des pieds, il est, enfin, ouais, du déplacement des pieds, il est pas si agile que ça. Et ça se voit Ouais. justement dans la navigation d'écran où parfois, je vais pas dire qu'il se fait un croche-pied tout seul, mais parfois, tu sens que ouais, son agilité, ses positionnements du pied pour traverser l'écran sont pas très bons et ce qui fait qu'il perd, bah, tu perds une demi-seconde, mais en fait, une demi-seconde sur un joueur qui drive, enfin, qui plus est en NBA, c'est bah, t'as perdu ta position défensive. Ouais. Et je voulais rajouter quelque chose. Mais oui, pour le coup, je pense qu'il y a un peu de nuance à avoir. C'est pour dire un peu des stats, on a un joueur qui est à 3,8 de steal percentage. Donc c'est vraiment un chiffre qui est assez énorme quand vous êtes au-dessus des, allez, on va dire 2,5. Vous êtes vraiment très bon. Et c'est un indicateur qui est intéressant pour plein de choses. Pour la lecture du jeu, si vous êtes capable de lire les lignes de passe, des choses comme ça, si vous avez des bonnes mains, des mains précises, vous faites pas faute, mais vous réussissez à intercepter le ballon. Et je trouve qu'avec Edgecombe, ça traduit aussi quelque chose qui pour moi est ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé d'être très agressif. Je pense que c'était vraiment une consigne à Baylor, d'être vraiment très agressif sur le porteur et de beaucoup gamble. Enfin, beaucoup gamble. En tout cas, tenter un peu des interceptions. Et pour le coup, ça c'est quelque chose qui personnellement me dérange pas trop, tu vois. Enfin, moins que la navigation et comme tu dis, un peu le travail des pieds ou des petites choses comme ça. Ça me dérange moins parce que bah, on voit de plus en plus de schémas NBA où c'est un peu ce qu'on demande. On demande d'être très agressif. Les finales NBA en sont un bon exemple, mais tu vois, entre le Thunder et Indiana, on a beaucoup d'équipes où le porteur, enfin le défenseur du porteur va soit être carrément en denied, donc empêcher l'accès au ballon, soit tenter l'interception et derrière on va avoir en fait un pile ou une défense un peu en next où en gros le joueur le plus proche va récupérer le porteur de balle si ton interception passe pas. Et bon, ça dépendra aussi du coup du contexte où il tombe. Mais tu vois, c'est des schémas qu'on voit de plus en plus en NBA. Il n'y a pas que les équipes en finale qui le font. Et du coup, ça m'inquiète pas trop. Ça m'inquiète pas trop vis-à-vis d'Edgecombe. Et je pense que c'est vraiment une qualité. C'est ce côté un peu pression sur le ballon qu'il est capable de mettre, quoi. Ouais, même si je trouve que, en tout cas, moi, sur les matchs que j'ai vus, la plupart de ces interceptions venaient plus d'une bonne défense off-ball et du coup, il coupe la ligne de passe plus que sur l'homme. Oui, il en fait, mais j'ai l'impression que Ouais. c'est peut-être un meilleur intercepteur quand il est placé off-ball que on-ball. Bah, de toute façon, 3,8 de steal percentage, t'es obligé d'avoir un peu. Oui, un peu des deux, T'es ouais. obligé d'avoir beaucoup de off-ball, hein, parce que les interceptions on-ball, ça arrive moins fréquemment, quoi. Ouais, ouais. Mais oui, je pense que c'est un joueur, bah, comme dit, qui est capable d'encaisser le contact en plus. Je pense que malgré sa taille, c'est un joueur qui peut défendre un peu plus grand et plus gros que Hmm. ce qu'il est Ouais. lui physiquement
un peu à la Caruso. Tu parlais des joueurs qu'on voit en finale NBA en ce moment, un peu à la Caruso par exemple. Oui, 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 oui. Bah, c'est sûr qu'il a une envergure. Moi, je m'attendais peut-être à. Et franchement, je m'attendais presque à 2,5, peut-être 2,10 d'envergure. Ce qui aurait été vraiment, vraiment énorme parce qu'il a vraiment une sensation quand tu le vois jouer d'avoir des longs bras. Malgré tout, 2,01 m, c'est quand même, ça va lui permettre de jouer plus grand qu'il ne l'est, qu'il ne l'est réellement. Et du coup, sur la défense off-ball, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouve qu'il y a du positif, mais en même temps, c'est assez mitigé, je trouve, avec lui. Je trouve que c'est un peu le cliché du joueur de 18-19 ans. C'est-à-dire que, en fait, il y a du positif. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a une. Bon, j'en ai déjà parlé, mais qui a un bon QI basket, qui est très intelligent et qui comprend bien le jeu. Et on l'a dit, qui est très bon pour lire les passes et couper les lignes de passe. Je le trouve très bon quand il s'agit de faire des stunts ou de faire des close-out. Je trouve qu'il se sert bien sa, de son explosivité justement pour être un bon rim protecteur secondaire par rapport à sa taille. Enfin, du moins de dissuader un maximum. Par contre, il y a ce côté où des fois tu te dis, bon, enfin, alors soit c'était la consigne, soit il a juste pas envie. Enfin, des fois, il y a vraiment ce truc où tu sais, il va défendre son joueur qui est dans l'aile et en fait, il va le coller et bah, à côté, t'as le joueur adverse qui va driver et justement, il va pas faire le stunt. Alors, c'est toujours pareil, on sait pas à quel point c'est une consigne du coach qui a dit vous bloquez les shoots dans les corners et voilà, et vous venez pas faire les stunts agressifs ou si c'est lui qui a juste dit bah, cette fois-ci flemme. Tu vois. Donc Ouais, donc ouais. il y a un peu ce truc là, mais sinon je trouve que oui de par son envergure et son explosivité, quand il est off ball et qui vient soit taguer le roller ou qui vient vraiment en tant que second rideau, en tant que roamer, je le trouve vraiment intéressant. Et d'ailleurs, Ouais. tu disais les stats, attends, je les retrouve. Tu donnais les stats de steal percentage, mais pareil, en block percentage, il est à Ouais. 2,3% de block percentage. Pour un joueur qui fait 1,93 m, c'est quand même très solide. Ouais, c'est très solide et comme dit, je pense qu'il y a un peu un côté où c'est un peu, comment dire, un peu boosté par les schémas qu'avait Baylor aussi. Je trouve de vraiment beaucoup protéger le panier, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a cet aspect où depuis le nail, il est très dissuasif. Enfin, très dissuasif. Justement, non. Il n'est pas dissuasif, mais il a ce côté où il peut couvrir beaucoup de terrain et surtout monter très très haut, très très rapidement. C'est-à-dire sur un pas, il peut monter très très haut. Et ça lui permet d'avoir un certain niveau on va dire, ouais, de rim protection peut-être, mais surtout depuis le nail. Et je l'aime un peu moins quand il le place sur la ligne de fond. Parce que je trouve qu'il se fait pas mal avoir dans. En fait, je trouve que. Je pense que c'est aussi un peu la conséquence de jouer à Baylor. Mais on a un joueur qui, comme tu l'as dit, a 19 ans et est très ball oriented. C'est-à-dire que il va presque systématiquement traquer le ballon avec ses yeux, regarder que le ballon. Et en fait, il y a beaucoup de fois où il a du mal à en fait traquer son joueur et le ballon. Et ça va être souvent soit l'un, soit l'autre. Et comme tu le dis, bah parfois il va être complètement collé à son joueur et un peu deny et du coup pas faire forcément la rotation. Mais ça encore, tu vois, sur des profils, je sais pas, bon, je prends l'exemple ultime, mais sur un profil comme Stephen Curry ou comme chez Gilgeous Alexander pour les finales ou Tyrese Haliburton, pour prendre des exemples récents, évidemment, biais de récence, mais tu vois, sur des joueurs comme ça peut être utile. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est, comme dit, bah, quand le joueur, quand lui, il est en aide et que il oublie complètement son joueur et parfois il se met dans des situations un peu compliquées, il doit faire des hard close-out et complètement donner ses appuis parce qu'il a du mal à traquer son joueur et le ballon en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui va venir avec l'âge. Mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'il y a ce côté où dans l'horizontalité et dans les pré-rotations et être un peu tout le temps en rotation, je le trouve pas forcément très bon dans sa gestion de l'espace, on va dire, côté faible. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'il y a un côté un peu, tu sais, il cherche, je pense qu'il cherche un peu le highlight, entre guillemets, et il cherche souvent à faire le contre ou faire l'interception, quitte à parfois sortir un peu de l'alignement ou de la position qu'il est censé avoir. Et en fait, dès qu'en face, tu as une attaque avec énormément de mouvements, bon, c'est pas le seul pour le coup, hein, mais très souvent, ça met les défenses beaucoup plus en difficulté, et lui fait pas exception à la règle où en fait dès qu'il y a une attaque avec beaucoup de mouvements, il a du mal à tout suivre, on va dire. Ouais, ouais. Et pour juste un exemple simple, si jamais vous voulez, il y a le match Baylor-Duke. Il y a un alley-oop de Cooper Flag sur la ligne de fond et celui qui oublie son joueur ligne de fond, c'est Vijay Edgecombe. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est des choses qui arrivent, mais c'est dans le sens, je pense, c'est important de dire que on a un joueur qui, je pense, a des bons instincts et assez intelligent, comme tu as dit, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en attaque, mais qui, pour l'instant, n'est pas un cerveau, comment dire, il n'a pas une expérience suffisante pour être un énorme cerveau du basket qui fait aucune erreur, et au contraire, je trouve que ça arrive assez régulièrement, mais c'est juste pour dire, encore une fois, c'est juste pour dire qu'il n'est pas élite dans ce domaine, mais on a aussi commencé par dire qu'il n'était pas mauvais. Et je pense aussi, comme dit, qu'à Baylor, il y avait un peu ce côté où on lui demandait aussi pas mal d'avoir ce côté un peu gamble, entre guillemets, qui permet de créer beaucoup de transitions. Et là-dessus, bah, c'est vrai que si on le projette un peu en NBA, c'est intéressant de voir qu'on a quand même un joueur qui, si on fait steal plus block percentage, est à 6%. Et 6%, c'est quand même très très bon, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que ce sera un joueur qui, tu vois, même si là on paraissait un peu négatif sur lui, je pense que ce sera quand même un très bon défenseur, hein. Ça va pas juste être un défenseur qui sera non négatif, ce sera vraiment un défenseur positif, et potentiellement, hormis où il tombe dans des rosters vraiment élites, je pense que potentiellement ce sera un des deux trois meilleurs défenseurs de son équipe quand même. Ah Donc, oui, 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 sera, c'est comme dit, juste, ce sera c'est peut-être juste pas un pour deep dire boy, que quoi. c'est pas. Voilà, c'est pas un deep oil. Exactement, mais ça reste un. Tu vois, c'est pas. Encore une fois, c'est un peu comme avec Malouak. Malouak, c'est. Pour moi, c'est pas un 10 sur 10 en défense, quoi. C'est Hmm. juste ça que je voulais dire. Et je pense qu'avec Edgecombe, t'as un peu ça aussi, où ça va être un 7 sur 10. Et en plus, je pense que c'est un joueur comment dire, qui a cette envie aussi d'impacter le jeu en défense et qui est au courant de la bataille des possessions, de choses comme ça, et de l'importance que ça peut avoir. Et je pense que voilà, c'est peut-être encore une fois, pour donner des notes un peu à la con, un 7 sur 10, quoi. Un très bon 7 sur 10, peut-être 8 sur 10. Je dirais actuellement 7 sur 10 et potentiellement 8 et demi, quoi. Mais je trouve qu'en plus, ça dépend beaucoup de l'attaque que tu as en face, dans le sens où si un soir il rencontre une attaque qui joue beaucoup d'iso et alors de un contre 1, ça veut plus dire grand chose, mais tu sais, beaucoup d'isolation, ça va être beaucoup de juste un pick and roll, un drive, et derrière ça fait du drive and kick. Je pense que ce sera un très bon défenseur là-dessus. Par contre, si il tombe le soir où il est face à une attaque qui va faire beaucoup de dribble and off, tu sais, beaucoup de main à main, beaucoup de short roll, beaucoup de mouvements sans ballon, etc. Là, je pense qu'il pourrait être plus en difficulté face à ce genre d'attaque. Ouais, ouais, complètement. Et après, il y a un truc où si on fait un peu le radar de ce qu'il peut couvrir, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ce qui est un peu vrai, enfin, ce qui est assez dommage, c'est que finalement, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, t'as un ailier dans un corps de meneur, et malgré tout, bah, il a un corps de meneur, et face à beaucoup, enfin, moi, j'aimerais bien le projeter peut-être sur un joueur qui est un peu un wing stopper, et qui peut, tu vois, défendre le point d'attaque un peu selon quel que soit le profil, parce que c'est un peu ça qui est intéressant, c'est-à-dire défendre les plus petits, même si, bon voilà, il est pas parfait comme tu l'as dit, mais aussi pouvoir défendre les plus gros, et finalement, c'est un joueur qui reste assez petit, et tu vois, par exemple, Jaden McDaniels, c'est un joueur qui est assez fin, mais est quand même très grand et très long
Je crois qu'il doit avoir au moins 2,10 m d'envergure, il doit faire à peu près 2 mètres, etc. Et finalement, Vijay Edgecombe, je trouve qu'il est un peu défensivement, malheureusement, coincé entre les deux, dans le sens où c'est pas vraiment un défenseur type point d'attaque élite dans la réactivité, dans la mobilité latérale, etc. Et c'est un joueur qui va manquer et de puissance et de taille pour des profils un peu plus grands et massifs et costauds qu'on voit de plus en plus, type Luka Doncic, Kate Cunningham, même un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander qui finalement crée aussi souvent des écarts avec un peu sa puissance et enfin ses coups d'épaule, quoi. Non, mais tu vois, tant qu'on est dans les comparaisons, en fait, il me faisait penser à un joueur. Alors, je pense que ce joueur est un bien meilleur navigateur d'écran et QI basket, etc. Enfin, QI défensif et tout ça. Mais il a les mêmes mensurations, je viens de vérifier parce que je le pensais plus long d'ailleurs, mais il a les mêmes mensurations qu'un certain Derrick White. Même taille, même envergure. Ouais, je pensais que Derrick White avait une meilleure envergure que ça d'ailleurs. Ouais. Mais tu vois, là où je trouve une petite comparaison avec les deux, défensivement, c'est que Derrick White lui aussi, du coup, est pas si grand que ça et pas si long que ça, mais c'est un super rim protecteur pour sa taille. Et c'est dû à un très bon timing et à une très bonne explosivité, enfin verticalité. Et je pense que Edgecombe peut avoir un peu ce côté-là, ce côté un peu de ok, je suis un petit entre guillemets, mais je peux être un protecteur de cercle plutôt bon malgré cette taille Mm. de par mon explosivité verticale. Même si, Ouais. voilà, C'est disclaimer, ça. je dis pas que Vijay Edgecombe sera Derrick White, parce que Derrick White défensivement c'est assez incroyable, mais je pense que Derrick White a une mobilité, une navigation d'écran que Edgecombe rêverait d'avoir. Oui, oui, Mais, oui. mais Et sur le puis, côté, et puis il y a un aspect aussi où je pense, tu vois, on peut le projeter assez facilement. Je pense que Vijay Edgecombe a quand même aussi de quoi rajouter un peu de puissance physique ouais. pure, quoi. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'était surtout, souvent on a tendance, toi qui es fan des Knicks, tu l'as vécu pendant 82 matchs, les équipes adverses ont tendance à essayer de faire en sorte de mettre Jalen Brunson, enfin de mettre le petit près de la ligne de fond en tant que roamer, en fait, enfin en tant que lawman défensif, pour que s'il y a un drive ou une attaque de close-out, que en fait, du coup, la protection de cercle soit minime, parce que du coup, Jalen Brunson qui protège le cercle, en fait, enfin, c'est comme s'il y avait personne, quoi. Et je trouve que, justement, à l'instar d'un Derrick White, qui est le joueur le plus petit sur le terrain à Boston, enfin, du moins dans le 5 de départ, je trouve que là, Edgecombe peut avoir aussi ce côté-là où il peut être dans le 5, être le plus petit du 5, si tu le mets près du cercle. En fait, en tant qu'attaque, le domaine défensif, il apportera quand même de la protection de cercle. Et en fait, ce ne sera pas Ouais. forcément le plus judicieux de mettre Edgecombe en domaine défensif. C'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est une grosse de ses qualités. C'est que finalement, c'est un joueur assez petit, mais qui peut apporter cette protection de cercle secondaire ponctuellement. Le problème étant, et je pense que ça fait la transition, c'est que, comme j'ai dit, c'est un ailier dans un corps de meneur et que offensivement, on n'est pas du tout sur un meneur de jeu, en tout cas, voilà, et qui sera sans doute, du coup, forcé de jouer à côté peut-être d'un autre petit. Alors peut-être que ce sera pas Jalen Brunson, peut-être que ce sera un grand meneur, et dans ce cas, ça peut être super intéressant. Mais c'était juste pour faire la transition un peu du profil. Et justement, en parlant de transition, on en parlait un peu. Mais c'est un excellent finisseur et joueur de transition. En fait, pour une raison assez simple, c'est que c'est un joueur qui va assez vite, on va dire, pas forcément au premier pas, je pense, mais qui va assez vite comment dire, après son 3 quatrième pas, quoi. Il a un petit temps de mise en route, je trouve, mais il va très très vite après ça, et surtout, une fois qu'il arrive à prendre de l'inertie et qu'il va vite, c'est un joueur qui a la verticalité assez élite, même complètement élite, et comme sur transition, il peut aller un peu tout droit, et que c'est peut-être une de ses lacunes, on a un joueur qui est vraiment très très bon sur transition,
Ça représente 22% de son jeu, de ses tentatives de tir. Et là-dessus, bah, c'est vrai qu'il est à 77% sur les tirs pris au panier en transition. Alors pourquoi je dis ça? Bon, oui, c'est très bon, on est d'accord, ça représente qu'une cinquantaine d'échantillons, mais en fait, c'est surtout pour faire la transition avec l'attaque sur demi-terrain, parce que bon, voilà, la transition, il a les outils pour être très bon en transition, il est très bon pour finir de la transition, on est d'accord, mais finalement, comme on en discutait un peu avant l'épisode, il y a beaucoup de joueurs qui ont ça en eux. Alors oui, lui, il le fait à un très haut niveau, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement, au cercle sur demi-terrain, donc 77% en transition, au cercle sur demi-terrain, on n'est qu'à 50%. Et là, on a un écart qui est vraiment très très conséquent. Alors j'ai comparé avec notre ami Code Knuppel, c'est pas parce que... c'est pas pour défendre Code Knuppel, même si du coup, de facto, ça va un peu le défendre, mais c'est juste pour vous montrer à quel point Edgecomb est tiré vers le haut par ses chiffres de transition qui font partie de son jeu. On a 61% aux transitions, 61% au cercle global, je répète, 50% sur demi-terrain, 77% sur transition. Donc on a vraiment un gros écart qui fait malgré tout une belle moyenne. On est d'accord là-dessus. Et pour vous montrer à quel point c'est tiré vers le haut, bah Con Knuppel, lui, il est à 63% au cercle, mais il est à 61% sur demi-terrain. Et sur transition, il est à 79%, mais ça représente que 17% de son jeu. Mais vous voyez qu'entre la moyenne et le demi-terrain, bah, on a 63% à la moyenne et 61% sur demi-terrain. Donc on a vraiment un joueur qui est beaucoup moins dépendant de sa transition, comme notre ami Vijay Edgecomb. Voilà, après ce long monologue, par où commencer? Peut-être, je ne sais pas trop. Mais on a aussi un joueur qui, comme j'ai dit, est pas un meneur de jeu et n'est pas autosuffisant pour l'instant en attaque, n'est-ce pas Tito? Ouais, bah, si tu me lances du coup sur la création individuelle, le scoring, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu un point de distension entre nous, c'est le handle, où je trouve que il peut dribbler des deux mains, mais c'est pas, c'est correct, on va dire. Mais je trouve que par contre, il a pas les gros changements de direction, il n'est pas très créatif dans ses dribbles. Ça manque beaucoup de variété dans le rythme et c'est parfois très rigide. Et en fait, je pense que le dribble est suffisamment bon pour attaquer des close-out, pour driver vers le cercle, euh, soit en transition ou même sur attaque placée, quand le décalage est fait et que lui, il a juste à faire un tout droit. Mais par contre, c'est pas un gars qui va battre son vis-à-vis par le dribble. Ensuite, en fait, pour avoir de la création individuelle, pour pouvoir créer de l'attaque, il te faut soit un bon dribble, soit avoir un premier pas si élite que en fait, bah, en un pas, tu as mis ton défenseur dans le dos, soit avoir le passing, donc créer les décalages de par ton passing, ou avoir le pull-up game. Donc en gros, Kevin Durant, en gros, tu shootes au-dessus de tout le monde. Et en fait, là-dessus, je trouve qu'Edgecomb a aucun des quatre. Parce que tu parlais de l'explosivité, donc le handle, on a dit, voilà, qui est pas assez bon. Tu parlais de l'explosivité horizontale, donc du premier pas. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que j'ai écrit exactement la même phrase que toi dans mes notes. C'est qu'en fait, je trouve que le premier pas est pas mauvais, mais il est pas élite. Et en fait, c'est plus, genre, il a une grosse accélération, mais c'est plus après, ouais, 2 3 4 pas que vraiment il fait l'écart. Mais je trouve que vraiment le premier pas, les deux premiers pas sont pas si ouf que ça en termes d'explosivité. Donc il peut pas créer l'écart sur ça, surtout en NBA. Le passing, peut-être qu'on creusera un peu plus après parce que côté connecting, il y a quelque chose il y a deux trois trucs intéressants. Mais sur le passing, en tant que créateur, balle en main, que ce soit sur du pick and roll ou quand il drive et qu'il doit faire du drive and kick ou faire une passe lobée ou quoi que ce soit, il y en a deux trois, mais je trouve pas. En fait, le playmaking en soi est pas mauvais, je dirais qu'il a juste pas le passing, il a juste pas soit le bon timing, soit la bonne vision pour le faire. Donc je pense pas qu'il ait un passing si développé que ça pour
créer de l'attaque et battre sa défense de par son passing. Et enfin, le dernier point, c'est le pull-up game, où là, je trouve que le process est là. Il arrive à faire l'écart parce que c'est un joueur qui, quand il se stoppe net et qui s'élève assez haut, en fait, il arrive à créer l'écart, même s'il n'est pas très grand. En fait, de par le timing en fait, de son process de pull-up, il arrive à shooter au-dessus et à avoir une petite zone de tir. Mais en fait, tu as dit un peu les stats, mais la réussite, en fait, elle est juste pas là, quoi. J'ai plus les stats en tête, mais sur son pull-up, la réussite est vraiment pas là. Donc ouais, je pense pas que ce soit un joueur qui va pouvoir créer de l'attaque, que ce soit pour lui ou pour les autres, en tant que créateur principal balle en main. Ouais, je crois que j'ai les stats, il est à 35% sur semi-distance. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est intéressant parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où il faut avoir un peu une combinaison des quatre trucs que tu as dit, je pense. Mhm. Euh, Parce que pour être un vrai créateur d'attaque, et typiquement, en fait, je pense que déjà le truc principal, c'est que c'est pas un score assez fort pour te attirer forcément soit des double teams ou des choses comme ça, ou des blitz, même si on pourrait y revenir sur la partie passing. J'ai un match en tête où il a été beaucoup blitzé, mais bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que en fait, je trouve qu'il rencontre beaucoup de couvertures très très classiques et que justement, il n'est pas assez fort pour exploiter ces couvertures très très classiques sur du pick and roll. Typiquement, face à un drop, c'est un joueur qui, de par son handle, déjà est obligé sur demi-terrain, je trouve, d'aller beaucoup à droite, parce que dès qu'il va à gauche, il va un peu perdre le ballon ou être obligé de ce qu'il fait beaucoup, c'est énormément protéger le ballon, mettre son corps en opposition, et du coup, ça lui complique la tâche pour bouger, puisque en fait, t'es plus face au panier si tu te mets à protéger ton ballon, forcément. Et du coup, ça, c'est un peu un problème pour moi. Cela dit, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, et ça, pour le coup, je trouve qu'on l'a vachement suivi toute l'année, et je l'ai un peu suivi en direct pour une fois avec un prospect, c'est la progression qu'il a eue à la finition au cercle et dans la gestion de son rythme pour finir au cercle. Tout au long de la saison, je crois qu'il avait commencé vraiment vraiment pas très bon en termes de finition au panier, et je trouve qu'il a un côté, c'est pas forcément une grosse accélération, mais il a un côté décélération qui est assez intéressant. Et en fait, aussi, comme tu l'as dit, comme on l'a dit au début, il a des très très longues jambes. Et donc, ça lui permet de prendre des très très longs pas. Des très très longs pas. Et ça c'est intéressant. Je trouve qu'il y a des flashs de contourner bien le défenseur. Malgré tout, ça reste, comme j'ai dit, pas forcément très très bon au global. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, c'est de prendre au global la finition au cercle. Donc il y a un peu ce côté, bon, c'est pas forcément un finisseur élite, parce qu'en fait, aussi il y a un truc qui est un peu sous-estimé, c'est dès qu'il décélère, du coup sa verticalité est bien moins grande. Et ça, tu vois, typiquement avec Scoot, je trouve que c'est un truc qu'il y a avec Scoot Henderson, c'est que c'est un joueur qui allait très vite, et je pense que moi c'est un peu ce que là où je m'étais un peu trompé, même si bon, on verra, il a que 21 ans, je crois. Mais en fait, sur transition, ou en tout cas dès qu'il a de l'espace et dès qu'il a de la vitesse, il monte assez haut, Scoot, et dès qu'il arrive sur demi-terrain et qu'il doit décélérer, contourner un défenseur, il arrive beaucoup moins à monter haut, et il a un vrai problème de verticalité, Scoot Henderson. Et Edgecombe, je pense que c'est pas du tout à ce niveau-là, et que malgré tout, il a un côté un peu, sur un pas, il peut monter beaucoup plus haut que Scoot Henderson et monter droit, mais malgré tout, ça reste beaucoup moins impressionnant que lorsqu'il arrive à prendre de la vitesse. Bon bref, tout ça pour dire que je pense que c'est pas forcément un excellent finisseur au panier, d'autant plus quand il va sur sa gauche. Malgré tout, il a un truc pour lui, c'est qu'il provoque énormément de fautes et qu'il attaque très bien le contact. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui sera aussi là en NBA. Et en fait, pourquoi je parle tant de sa finition au cercle? Parce que, en fait, tout part de la gravité d'un scoreur, je pense, en NBA, en tout cas pour les joueurs élites. En fait, soit tu arrives à être un scoreur élite au cercle, soit avec le pull-up, soit avec du shoot en mouvement, etc. Mais il faut que tu aies quelque chose qui, justement, attire la défense et fait un peu bouger la défense de son état
de son état initial. Et pourquoi je parle beaucoup de ça? Parce que comme t'as dit, pardon, le pull-up, j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois pas du tout, en tout cas pour l'instant. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Et ce qui m'inquiète, c'est que souvent, encore une fois, il a pas le handle pour aller jusqu'au panier. Et ça lui force à prendre des pull-ups. Oui, parfois, il a ce côté où il se stoppe assez nettement, qui est assez impressionnant. Mais 35%, c'est assez faible. Et je pense qu'il y a beaucoup de pull-ups qui sont un peu subis et pas choisis. Mais du coup, est-ce que toi, de un, tu partages un peu ce côté finition au cercle et comment tu évalues sa finition au cercle ou est-ce que pour toi, c'est un peu un non-facteur? Non, je suis d'accord parce qu'en plus, je pense que la finition au cercle, c'est un peu le. Enfin, comme on l'a dit, je pense pas que ce soit un créateur en NBA, du coup, ça va plutôt être un finisseur. Et alors, on parlera peut-être un peu de connecting après, mais je pense que oui, en termes de scoring, ce sera plus de la finition. Et du coup, vu que ce sera son rôle principal, c'est un peu embêtant s'il peut pas le faire de manière très qualitative. Par contre, j'étais un peu surpris parce que moi, je trouve qu'il est capable de finir des deux mains. C'est plus effectivement dans sa façon d'accéder au cercle euh, que ça va être plus compliqué pour lui, Oui, oui, c'est plus main faible. dans son accès au Ouais. panier où il a du mal sur sa gauche. Parce que je trouve qu'il est capable de finir des deux mains. Par contre, c'est vrai que effectivement, si t'enlèves la transition, t'enlèves les dunks, au final, vraiment les finitions, lay-up dans le trafic sur demi-terrain, elle est beaucoup plus compliquée. Après, d'un autre côté, comme tu l'as dit, c'est aussi de son jeu, c'est aussi sa force de pouvoir finir au dunk, de pouvoir générer et finir de la transition. Donc ce serait un peu euh, malhonnête de notre part de lui enlever ça de son jeu, même si oui, effectivement, du coup, on peut se questionner un peu sur son toucher. Euh, bon, après, sur la création, j'ai pas grand chose à rajouter. Je rajouterais juste que c'est un joueur, on l'a déjà dit, mais qui est du coup assez physique et qui est capable d'encaisser le contact. On parlait dans la défense. Je trouve qu'en attaque, c'est aussi le cas et c'est un joueur qui génère quand même pas mal de lancers francs. Je crois que c'est 30, je crois qu'il a un free throw rate de 30%, un truc comme ça. Je l'ai plus sous les yeux, mais Ah, attends, je te dis ça tout de je suite. crois que Hé, de hé. mémoire c'était 32 ou un truc comme ça. 37. 37, ouais, encore 37. mieux. Donc voilà, c'est un gars qui est capable de générer beaucoup de fautes et de lancers francs. Et ça, forcément, c'est très positif, même pour un finisseur. Ouais, même si 37, c'est pas non plus élite de chez élite. Hmm, Mais je pense que en fait c'est très transposable, tu vois, je pense que ça va pas du tout s'effondrer et la façon dont il les provoque, comme dit, attaquer le contact, etc. C'est partie intégrante de son jeu. Et pour finir un peu sur le côté création, bah c'est vrai que il y a un côté où c'est assez cool avec lui, c'est le côté pas forcément le pull-up, mais le shoot est bon. Et je pense qu'il y a vraiment pour lui une grosse distinction à faire entre les deux, dans le sens où déjà 78% au lancer franc, c'est vraiment encourageant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en high school aussi, il était à 82% au lancer franc. Donc en fait, on a un joueur qui, je pense, a un toucher de balle assez certain de jump shot. Et il était à 34% cette année en NCAA et 35% en high school. Donc en fait, je pense qu'on a un bon shooter. Et en fait, c'est ça qui fait un peu tout l'attrait du profil. C'est un joueur avec des qualités physiques et athlétiques, on va dire, assez énormes. Et qui sait shooter c'est assez projetable. C'est pas un sniper, mais je pense que c'est assez projetable. Le truc, c'est qu'il a une mécanique de beaucoup de catch and shoot et qui est assez lente, qui est un peu en deux temps, je trouve. Et du coup, c'est pas du tout transposable sur du pull-up à 3 points, malheureusement. Mais bah, le tir, je pense qu'il est là. Je sais pas si tu partages un peu cet avis, mais le tir est là, je trouve. Oui, non, totalement. Je pense que ce sera un bon shooter. Je pense pas que ce sera un shooter élite. Euh, mais je pense que ce sera de loin, ce sera pas ton plus mauvais shooter ou même un de tes deux plus mauvais shooters sur le terrain. Je pense que ce sera un shooter suffisamment bon pour être respecté. Parce qu'en plus, tu l'as dit, les indicateurs sont positifs et même au lycée, ça shootait bien. J'aime bien aussi, tant qu'on est un peu dans le shoot et du coup plutôt le jeu off-ball. Donc le shoot, pour moi, il n'y a pas de souci. Je pense que j'arrive à le transposer en NBA.
Je pense que c'est aussi un très bon joueur de cut. Je trouve que c'est un bon cutter. Il est aussi très bon dans les rebonds offensifs. Il en a mis pas mal. Enfin, dans les matchs que j'ai vus, il en prenait pas mal. Et c'est un joueur qui, il a un bon timing, il se place bien, il lit bien le jeu. Et après, ses qualités athlétiques font le reste, entre guillemets. Mais je pense que c'est un joueur qui aurait tout à gagner à être avec un fort porteur de balle qui peut justement le trouver sur des cuts lignes de fond ou même en lay-oop. On en a vu pas mal Ouais. où il finissait. Il apporte un peu cette menace verticale. Donc, non, je pense que c'est un joueur qui va bien étirer le terrain, que ce soit verticalement ou horizontalement, on va dire. Ouais, ouais, bah complètement, parce que comme tu as dit, c'est aussi une menace de lob. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui va être important avec lui, si on parle un peu sur son scoring, et ça permet aussi de faire la transition, je pense, c'est qu'il va attirer des close-out, je pense, par son tir. Alors peut-être pas sur la première ou la deuxième année, parce que je pense qu'il y a quand même une adaptation à la ligne NBA, et c'est pas un shooter d'élite, comme on l'a dit, du tout. Mais en fait, je trouve qu'il y a pas mal de sets qui sont super intéressants avec lui, et c'est peut-être là où je le préfère. C'est quand, en gros, derrière un écran, sur une sortie d'écran, il va curl. C'est-à-dire qu'il a un pin down, donc en gros, il a un écran pour sortir à 3 points. Et en fait, lui, il va récupérer le ballon et il va pas sortir à 3 points, il va faire une trajectoire courbée pour vraiment aller jusqu'au cercle. Et en fait, du coup, bah, ça lui permet d'arriver un peu lancé au cercle. Et c'est là où tu tires un peu tout le jus de son, comment dire, de son profil, tout simplement, de son profil athlétique et de son profil physique. C'est qu'il peut arriver du coup au cercle avec beaucoup de vitesse. Et c'est peut-être là où il est super intéressant parce que il a aussi ce côté connecteur qui est super intéressant sur ses drives un peu où il arrive à arriver lancé sur sur tout ça, il est capable de lâcher la balle au dunker spot, même de faire des passes de lob, parfois un petit peu. Et ça, c'est assez intéressant et ça rejoint le côté où je pense qu'on a un joueur qui a de bons instincts, un bon QI basket finalement et qui lit bien le jeu. Et finalement, c'est ça qui est cool, c'est que comme tu as dit, je pense qu'il va étirer le terrain parce que finalement, il a plusieurs armes. Et sur le côté connecteur, je pense que tu peux vraiment avoir un super connecteur, quoi. Ouais, moi, le côté connecting, c'est vraiment le truc qui me fait monter son profil offensivement. Parce que je pense qu'effectivement, en termes de scoring, on l'a dit, il n'a pas vraiment de création individuelle, il n'y a pas vraiment de création pour les autres en tant que créateur primaire. Par contre, je pense que l'utiliser dans un rôle un peu de slasher, comme tu as dit, sur des pin down où il réattaque le panier, il reçoit la balle lancée, et en fait où il n'a pas besoin de faire l'écart, mais où en fait l'écart avec son défenseur est fait par un écran, et que lui ensuite reçoit le ballon lancé et qu'il a juste à faire un ou deux dribbles, après ses qualités athlétiques font le reste en gros. Je trouve que là-dessus il peut être super intéressant, et l'autre avantage c'est qu'effectivement sur ce genre de séquence, c'est un joueur qui en plus va être capable pas de forcément faire que du tout droit, mais de se dire ok, le schéma de base est peut-être dessiné sur moi pour que quand je reçoive la balle, je fais juste un, deux pas et je vais au cercle. Mais en fait, si je vois que la rotation est faite, il est capable de drive and kick, il est capable de passer à rebond ou en lob. Je trouve qu'il a une variété de passes qui est pas, il n'a pas un passing qui est immense, c'est pas des passes très compliquées, c'est pas des passes très waouh, mais on va dire que c'est des passes simples et efficaces, et je trouve que c'est sa grosse valeur, parce que si t'as pas ça, du coup t'as un joueur qui en fait limite va faire que du shoot 3D un peu classique, sauf qu'en plus je trouve que c'est pas un shooter en mouvement si bon que ça. Je pense que c'est Mm. plus un shooter qui va punir sur des kick-out. C'est pas un shooter en mouvement à la Duncan Robinson ou Sam Hauser que tu peux faire traverser trois écrans, la moitié du terrain et ensuite il se replace. Parce qu'en fait, quand il est en mouvement, je trouve que tout de suite sa mécanique, il se replace pas si bien que ça. Et tu l'as dit, sa mécanique est lente. Donc en fait, tu perds tout le positif que tu as généré en le faisant traverser trois écrans. En fait, tout cet écart, tu le perds le temps qu'il se replace et qu'il shoot. Donc du coup, vu que t'as pas cette valeur du shooter en mouvement, t'es obligé de trouver sa valeur ailleurs. Et pour moi, sa valeur, elle est justement dans ce côté
slashing plus connecting en fait. Ouais, ouais, bah, je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus. C'est que c'est pas des passes compliquées, mais il a un arsenal de passes qui est assez intéressante. Alors, comme dit, je pense il a ce côté où il doit, enfin, comment dire, il faut que ce soit des passes simples. Il a pas un, un tunnel, comment dire, un cône de vision très grand. Il voit pas forcément très très loin sur le terrain. Mais quand même, il est capable, comme dit, d'attaquer des décalages et de très bien les exploiter. Euh, et en fait, le problème, c'est un peu ça aussi, c'est que je pense que, comme dit, c'est un joueur qui est pas si mal en termes de passing assez simple, mais tu vois, c'est aussi là pardon, où j'ai des limites avec lui, c'est que t'as pas plus et que quand tu l'essayes de l'utiliser un peu en créateur d'attaque, je trouve que tu as aussi le côté passing pas élite et handle qui est pour le coup vraiment moyen, on va dire ça comme ça, qui ressort énormément. Et avant, je parlais d'un match, mais du coup, j'ai regardé celui contre Houston. Pour savoir, pour ceux qui ne savent pas, la fac de Houston est une des facs qui met le plus de pression sur le porteur de toute la NCAA et même en comparant avec la NBA, c'est assez impressionnant. Les monster traps, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Il y avait une vidéo à l'époque qui était sortie et en fait, ils lui ont mis beaucoup de pression. Et je trouve que sur ce match, il y a énormément de mauvaises décisions, de handle qui se perd, de dribble où il est obligé d'arrêter son dribble très tôt. Et ça, pour moi, ça, on n'en a pas parlé. Mais sur ses drives, c'est un peu ça mon problème avec lui. C'est il tue son dribble extrêmement tôt et ça lui permet pas d'aller jusqu'au panier. Et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi, bah, du coup, là-dessus. C'est que il y a des moments où bah, il voit la double team venir et il va essayer de libérer bah, le plus vite possible à son coéquipier le plus proche. Sauf que bah, parfois les passes elles sont pas précises, il gère pas très bien la pression et, euh, et, et même il est obligé de passer souvent main droite et des petites choses comme ça qui font que ça m'inquiète un peu en tout cas. Ça m'empêche de le projeter en tant que porteur de balle vraiment quoi. Mais je crois qu'on est un peu d'accord là-dessus. Oui, oui, totalement. Mais tu sais, là, plus on en parlait, plus il me faisait penser à un joueur. Alors, désolé, j'ai toujours des références des Celtics parce que bah, c'est l'équipe que je regarde le plus. Mais je trouve qu'il y a un côté de Jalen Brown. Alors, bon, je pense qu'il rêverait d'avoir le palmarès de Jalen Brown, mais je trouve qu'il y a un côté un peu de Jalen Brown dans le sens, bah voilà, excellent slasher quand il est utilisé dans un rôle de slasher. C'est un très bon slasher. Euh, Très explosif, mais par contre qui n'a pas forcément le dribble et le passing n'est pas élite. Enfin voilà, il n'est pas capable de créer pour lui-même de façon très bonne. Donc je trouve qu'il y a un peu des similitudes sans aller dans la comparaison. Je vais pas dire qu'Edgecombe c'est Jalen Brown parce que bah, déjà Jalen Brown je crois qu'il doit faire alors, peut-être pas 10 centimètres de plus, mais je pense qu'il est un peu plus grand, il doit être pas loin des 2 mètres. Et puis bon, Jalen Brown, il a un peu ce pull-up game quand même. Mais ouais, je trouve qu'il y a un peu des similitudes dans le genre de rôle qu'il devrait avoir en NBA pour le maximiser. Euh, Offensivement, en tout cas, ce rôle un peu de slasher off-ball qui reçoit la balle lancée et où en fait on essaye de faire en sorte qu'il n'ait pas à trop dribbler. Ouais, ouais, mais c'est intéressant de Jalen Brown parce que tu vois, la taille, le petit truc de la taille, c'est un petit détail, mais tu vois, genre, en fait, bah, vu qu'il est pas si grand, il peut pas vraiment passer au-dessus non plus, et il a pas des angles de dingue non plus. Et ouais, voilà, c'est un peu dommage en fait, c'est un peu, enfin, je suis pas loin d'acheter vraiment très fort VJ Combe, mais au final, tu vois, on en a discuté pas mal. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'attaque avec lui? Non, non, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. Ok, ok. Et du coup, tu vois, je trouve que c'est un profil qui, instinctivement, enfin, si on fait juste les grandes lignes, tu te dis, bah, ultra athlétique avec du shoot, un shoot qui est pas élite, mais assez, qui part pas de rien, quoi. Bah, trop bien, je vais l'acheter super haut. Mais je trouve qu'en fait, c'est un profil qui est très, très, très nuancé. Et je te le dis, je n'ai aucune idée de où le prendre, où le placer dans mon board. Parce que tu vois, typiquement, enfin dans notre board, du coup, vu que en soi, c'est tous les invités qui ont fait ces pics,
Mais je le prendrais au-dessus peut-être de Murray Boyles parce que comment dire, il a un côté un peu plus safe. Je pense que voilà, Murray Boyles aura jamais le tir et ça peut être vraiment un gros problème en NBA. Et en même temps, j'ai envie de le prendre derrière Trey Johnson parce que j'ai l'impression que Trey Johnson a beaucoup plus d'upside de star en attaque, quoi. Donc je ne sais que faire. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on le place? Comment on le projette? C'est vrai qu'on en avait discuté entre nous. Je pense que VJ Edgecombe a moins ce, alors, si je peux parler comme ça, a moins ce potentiel bust que peut avoir Colin Murray-Boyle. Ou Colin Murray-Boyle, en fait, il y a un peu ce côté, bah, si ça marche, ça peut être très fort. Mais par contre, si ça marche pas, ça peut vraiment ne plus être un NBA dans 5 ans, quoi. Ouais, Et je pense que Edgecombe, j'ai du mal à ne plus le voir en NBA dans 4, 5, 6 ans. Je pense que c'est un joueur qui va faire une grosse carrière à NBA. Par contre, le plafond, le potentiel, j'ai du mal à le voir si haut que ça. Et je pense qu'effectivement, si on projette tous les joueurs de notre classement sur leur potentiel, bah en fait, je pense que Murray Boyle ou même Trey Johnson peuvent être devant Edgecombe. Par contre, en termes de probabilité que ça réussisse ou pas et de niveau plancher, je pense que Edgecombe est pas loin d'être top 5 des joueurs qu'on a, je pense. ouais. Donc un peu compliqué. Après, je trouve Trey Johnson très bas quand même dans notre, dans notre classement là. Ouais, j'ai envie de le remonter, hein. J'ai envie de le Tu peux me remonter. redire le classement vite fait? Je- Alors, flag en 1, Ouais, on est d'accord? oui, On bouge ça pas. devrait aller. Harper en 2, Mhm. Con Knuppel en 3, qui se retrouve en 3, finalement un peu la place maudite, je trouve, de cette draft. Oui, il est très bien là où il est. Colin Murray Boys. Colin Murray Boys en 4, Kasparas Siakousonis en 5, Derek Queen en 6, Trey Johnson en 7. Et du coup, pour l'instant, j'ai mis VJ Edgecombe en 8, en prenant comme repère Trey Johnson. Mais tu vois, comme dit, si je prenais Murray Boys, peut-être que je mettrais Edgecombe devant, quoi. Ok. Et derrière, t'as Malwack et Bailey. C'est ça. Mais Malwack et Bailey, et peut-être, je ne sais pas encore si j'en ferai d'autres. Ok. Mais voilà. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce top 10. Qui Euh, devrait être plus ou moins. Enfin, il devrait y en avoir quand même 8 parmi les 10, je pense, qui seront vraiment dans le top 10. euh, ouais, je sais pas trop. Moi, j'ai quand même envie de mettre Edgecombe devant Queen, mais bon, je suis pas un fan de Queen. De Queen, T'aimes pas la le joueur de musique. basket. Voilà, je savais, je savais, je savais. Oui. Bah, en fait, alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre Trey Johnson et VJ Edgecombe, les remonter devant Murray Boys. Alors, attends, si on fait ça, on le fait en live. On le fait en C'est-à-dire live. que tu les Tac, tac, remontes tac. devant Queen et Kasparas aussi ou... Bah, comme tu me dis ce que t'en penses. Là, du coup, si je fais ça, j'aurais Flag, Harper, Knuppel, Trey Johnson en 4. Mais tu vois, genre, du coup, je trouve que ça fait tellement haut pour Trey Oui, Johnson. ouais. VJ Edgecombe en 5, Colin Murray Boys en 6, Yakouchonis en 7, Derek Queen en 8. Mais du coup, là, j'ai envie de remonter peut-être Yakouchonis, quoi. Ouais. Bah, c'est plus ou moins mon top 7 à moi dans mon board. Sauf que j'ai Jack Sonis en 3 et Knuppel en 4. Mais c'est plus ou moins mon top 7, juste pas forcément dans cet ordre-là. 4, 5, 6. Enfin, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on ferait quelque chose comme Flag, Knuppel, Flag Harper, Knuppel, Yakouchonis, Trey Johnson, VJ Edgecombe, Colin Murray Boys, Derek Queen Et Trey Johnson, tu le mets où? en 5. Ok, ok, Après j'ai pas Yakouchonis. entendu. Ok. Bah ouais, ça me semble pas mal. Ça te semble pas mal, Ouais. ça te semble pas mal, ça me semble pas mal. Mais ouais, bon, je trouve que Derek Queen, du coup. Enfin, il est dur à placer, hein. Ouais, j'ai. On est d'accord là-dessus. Cool, Mais bon. je vais écouter votre podcast sur Queen pour voir si vous arrivez à me convaincre. Et peut-être que du coup, je t'enverrai un DM pour que tu modifies le classement et que tu mettes Queen top 3. Ouais, ça marche. On fait comme ça, on fait comme ça. Mais pour l'instant, laissons-le comme ça. Mais tu vois, en fait, j'adore Knuppel, j'adore Yakouchonis, mais je trouve que. Enfin, dans des drafts classiques, entre guillemets, enfin, peut-être Knuppel, peut-être pas. Mais je trouve que ça fait tellement haut. C'est.
Elle me surprend cette draft, elle me surprend parce que tu vois, en soi, j'adore les joueurs, j'adore Knuppel, j'adore Yakushonis, j'aime vraiment bien Trey Johnson. Je pense que Edgecombe, selon où il tombe, je peux vraiment bien aimer. Derrick Queen, selon où il tombe, je peux vraiment bien aimer. Et finalement, au final, je les trouve tous trop hauts. Mais bon, c'est la magie de la draft. C'est la magie de la draft. Et pour finir, maintenant qu'on a la mock, alors on fera une mock draft. Alors je ne sais pas encore quand, comment. On va essayer de faire un concept un peu différent d'une mock draft classique. Mais où est-ce que tu aimerais voir VJ Edgecombe tomber, sachant que on va pas se mentir, on va faire où est-ce qu'on pense qu'il va tomber et où est-ce qu'on aimerait qu'il va tomber. Parce que d'après les bruits de couloir, il devrait pas sortir du top 3, 4, 5 quoi. Ouais, mais je pense où est-ce qu'il va tomber? Je pense aux Sixers s'ils gardent leur pick 3. Euh, mais ça m'embête un peu parce que tu l'as dit, je crois qu'on en a parlé au tout début de podcast où Edgecombe peut défendre plus grand qu'il ne l'est, et si tu as Edgecombe en tant que lomètre défensif, c'est pas si grave que ça. Par contre, si tes deux défenseurs, enfin si tu peux avoir Edgecombe et qu'à côté de lui, l'initiateur principal c'est un petit, là ça peut être un peu plus problématique. Je pense que Edgecombe, en tant que lomètre défensif, c'est pas problématique si c'est Edgecombe ton plus petit défenseur, Oui, entre guillemets. Et du coup, s'il est à côté, bah, typiquement là aux Sixers de Maxi, Tyrese Maxey. là je pense que ça peut être problématique. Je préférerais le voir dans une équipe qui a un initiateur d'attaque qui est un grand initiateur d'attaque qui fait, je sais pas, 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Mais bon, je regarde le top 10 là. Et qui aurait un frère qui s'appelle Lonzo par exemple. Ouais, en vrai, ouais. En soi, c'est pas Ouais, mal, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le problème, c'est que Lamelo, enfin, il est grand, mais il est pas spécial. Enfin, c'est pas un foudre de guerre en défense non plus. Mais, Ouais. euh, Oui, oui, mais tu vois, je pense que tu peux un peu jouer avec les match-up entre petits, avec les deux, quoi. mm. Avec les deux. En vrai, Et ça arrivera pas, mais aux Spurs, ça aurait pu être cool. oui, mais du coup, soit c'est beaucoup trop en 2, Oui, soit c'est beaucoup trop bas en 14, oui, tu vois. c'est ça. Euh, Même si, en soi, Edgecombe, je sais pas, je sais pas. En vrai, Au ouais, Pélican, ce serait cool, en vrai. oui, je pensais à Pélican, et sinon, je pense pas qu'il tombe si bas, mais aux Rockets, ça serait Ah, pas mal aussi. Rocket, c'est un mec assez ultra athlétique, on sait pas trop pour le shoot, qui a pas trop de création, ce Ouais, serait... je me dis, voilà, vu que de toute façon, il mise pas sur le shoot, déjà, de base, Edgecombe, il arrive aux Rockets, c'est le deuxième meilleur shooter de l'équipe, je pense. Alors que c'est même pas un shooter élite. Mais bah, en fait, quitte à te dire, on joue pas le spacing horizontal, on va dire, et on mise tout sur l'athlétisme, la grosse défense et la verticalité, bah, au moins. Tu fais un back court Aven Thompson VJ, je crois. Ouais, en vrai. Quitte à miser Ça là-dessus, pourrait tu être pousses le. ça pourrait, ouais, ça pourrait être une raquette de small ball, à la limite, dans d'autres équipes. Non, mais oui, mais ouais, ouais, Pélican. Pélican, tu vois, je trouve ce serait. Pour moi, clairement, enfin, dans mes repères, je trouve qu'Edgecombe, c'est plus un pic un peu 5-10 qu'un pic 3-4-5, quoi. Ouais. Tu vois, je vois pas l'upside de vraiment de star. Ou en tout cas, je serais très En fait, surpris. le problème, c'est que les équipes. Et Enfin, voilà, quand je regarde du coup l'ordre de la draft, les équipes dans lesquelles je préférerais voir Edgecombe sont des équipes qui sont plus fin de loterie que top 5 en fait. Tu ouais. vois, enfin, au Magic, aux Wolves, tu vois. Alors, ok, ça rapporte pas un spacing de fou, mais je trouve que défensivement, ça pourrait être super intéressant de le voir là-dedans. Ou même Hmm. offensivement, où bah, les Wolves et le Magic, tu as des créateurs d'attaque qui sont grands, justement. Euh, Ouais, mais bon, je trouve que tu offensivement, ce serait pas génial non plus, mais c'est compliqué, ouais. c'est compliqué. Mais oui, tu vois, je trouve que voilà, ça va être un joueur qui va être drafté à une place attendue de star et qui, je pense, l'aura pas. En fait, après, tu vois, c'est encore une fois, tout dépend de la philosophie de draft des équipes. Je pense que si tu fais un star bet, si tu paries sur une star, je pense qu'il est assez bas en vrai dans mon Mhm. classement. Je pense que je préfère parier sur Derrick Queen, je préfère parier sur Yakusoni, je préfère parier sur Trey Johnson. Maintenant, si tu me dis, voilà, je veux le joueur qui tient le plus longtemps en NBA, ouais, je préfère parier sur Edgecombe que sur Derrick Queen. On est Et d'accord je pense- là-dessus, mais c'est pour ça que
un board en soi, on a tellement peu d'infos que c'est assez, comment dire, useless, Du coup, c'est pas trop, comment du dire. coup tu veux dire qu'il faudrait faire un board horizontal plutôt? Genre, on trierait les joueurs plus Faudrait par faire un rapport. board horizontal, mais même un board horizontal, tu vois, ça dépend de beaucoup de Ouais, mais choses. Ça au dépend de final beaucoup de c'est un choses. peu comme ça dans la réalité que font les front office. Euh, Tu vois, enfin, ils se disent pas est-ce que je prends Edgecombe ou est-ce que je prends Derrick Queen. Ils se disent plutôt, bah, moi, quand t'es tout en haut, tu prends le plus gros potentiel normalement, mais plus tu descends, plus tu vas te dire, bah, en fait, j'ai besoin plutôt d'un créateur d'attaque par exemple, bah, je vais peut-être privilégier Kasparas que Edgecombe, à condition d'y croire évidemment. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, je pense qu'ils ont plus, comme dit, des scénarios un peu Hmm. préfaits. Et je pense que eux, ils ont vraiment, en fait, des joueurs qui ne drafteront pas, tu vois. Ouais. Parce que c'est des profils qu'ils aiment pas pour X ou Y raison. Mais par contre, je pense que c'est peut-être important de le préciser, pourquoi c'est si compliqué aussi. Et je pense que on a un peu ce truc de se dire, ah, si t'es troisième, quatrième de draft, tu dois être un All-Star, tu dois être un All-NBA. Ah oui. Faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas 5 All-NBA à chaque QV de draft, déjà. Et que, bah, pareil, tu vois, on parle souvent de, ah, t'es numéro un de draft, tu dois être un franchise player, mais il n'y a pas 30 franchise players en NBA non plus. Donc, ça dépend de la Ouais. définition qu'on a de franchise player, mais. Et je pense que cette QV de draft, t'as vraiment Flag et Harper et les autres en fait. Et je pense que derrière, à partir du troisième pick, en fait, je pense que tu vas pouvoir, enfin, soit comme tu dis, tu fais un pari sur qui est celui qui va être pris 12e, 13e et qui va être un All-Star, parce que oui, il y en a chaque année. Euh, mais je pense que en termes de sécurité, entre guillemets, après le pick 3 tu as vitesse sur qui va être le meilleur role player. Tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, genre, la QV de 2024 de l'année dernière a été beaucoup critiquée. Et je pense à raison pour son top 3 qui est peut-être historiquement faible. Tu vois, un joueur, je pense, Rizaché, Sarr, Shepard ou même Castle, c'est des joueurs que j'adore. Hein. Les 4, franchement, alors peut-être, bon, bref. J'adore les 4. J'adore les 4 et je pense qu'ils seraient, tu vois, pas top 1 ni top 2, mais je pense qu'en vrai, les 4 arriveraient assez vite pour la place de numéro 3 dans cette draft aussi. Euh, si je reprends juste le prospect, hein. Si je reprends juste le prospect, et comme dit, c'était aussi des joueurs que je trouvais déjà un peu draftés trop haut. Non, mais tu vois, Et c'est ça qui est assez ça, je marrant, pense que quoi. ça va être un gros problème d'ailleurs pour des gars comme Rick Zaché ou Sarr, qui en fait vont avoir cette étiquette de ah, t'es numéro un, t'es Ouais. numéro 2 de draft, et en fait, bah, ça se trouve, ils vont faire une très bonne carrière, mais ils seront jamais All-Star. Et du coup, il y a ce truc de ah bah super, t'as piqué en numéro un très bon role player. Mais en fait, bah, c'est la QV qui était comme ça, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec la QV de cette année. La seule différence entre la QV de l'année dernière et celle de cette année, bah, c'est qu'il y a Flag et Harper en fait. Et Ouais. Ah oui, je complètement. pense que tu mets Flag et Harper dans la QV de 2024. Bah en fait, la QV de 2024 aura été, la draft de 2024 aura été exactement la même, juste tout le monde aura été décalé de place plus bas en fait. Et je pense que celle de 2024 était plus profonde, Ouais, tu vois. de, Je ouais, pense on va dire, d'assez loin même. si tu prends de 5 à 20, on va dire, je pense que tu as plus de gars qui auraient eu leur Ouais. place dans le top 15 ici, quoi. Mais oui, bon, c'est un autre sujet. Mais en effet, c'est toujours intéressant de remettre en contexte de la draft. Et tiens, en parlant de la draft, je vais te laisser la parole, Oula. Titouan. Parce que vu que malheureusement, j'ai pas pu faire non plus tous les profils que je voulais, peut-être que j'en ferai d'autres, mais en tout cas, il y a des profils que j'ai même pas vus. Si tu as un joueur qui n'est pas dans ce top 10 et dont tu as envie de parler, tu as une carte blanche de 2 minutes chrono pour nous dire pourquoi il faut croire en X ou Y joueur. Eh ben écoute, je vais faire simple, je vais prendre mon top 10 et je vais te parler du seul joueur qui est pas dans ce top 10 qui est dans le mien, c'est Egor Demin, qui a commencé Ouh. très haut, puis est descendu, puis est remonté finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent du combine, de ses interviews, où apparemment c'est un gars qui a l'air très posé, très intelligent, euh, et qui a l'air d'avoir conscience de ses qualités, de ses défauts, et en plus qui apparemment
a convaincu les front office au niveau de son shoot. Et du coup, c'est très positif parce que c'est un joueur c'est un excellent passeur, excellent playmaker. Vous pouvez aller voir la fiche de scouting sur Envergure. Mais voilà, c'est un grand créateur offensif dont un de ses principaux défauts, enfin ses deux défauts étaient le shoot et sa capacité à accéder au cercle enfin vraiment à accéder au cercle de par des problèmes peut-être de handle, de physique, etc. Et en fait, il a gommé un peu ces petits problèmes de shoot. Apparemment, du moins, il a réussi à convaincre les front office que finalement son shoot était plus positif que ce qu'on pense. Et c'est un très bon finisseur, même si effectivement il a eu du mal sur l'accès au cercle. Je pense que dans un spacing NBA, ça pourrait être beaucoup plus positif. Donc je continue à croire en lui. Et surtout, je pense qu'il fait partie de ces joueurs, pour finir là-dessus, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui, soit t'y crois, et dans ce cas-là, tu l'as top 10 parce que ça peut potentiellement être un initiateur primaire, secondaire de NBA qui fait 2 mètres, soit t'y crois pas, et dans ce cas-là, en fait, tu le prends. Ça va être quoi, un connecteur moyen qui va pas avoir de shoot, et dans ce cas-là, tu le prends à fin de premier tour. Ouais. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Eh bien, merci d'avoir parlé on prononce Yegor, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est possible. Je crois. Mais bon. En tout cas, merci d'avoir fait cet épisode, d'avoir fait ces 3 épisodes avec nous, avec Titouan. C'était très gentil de ta part. Et oui, tu l'as dit, mais j'ai oublié de le préciser. Si vous voulez vraiment avoir on va dire les fiches des 60 prospects qui vont, alors 59 je crois qui seront draftés cette année. Et ben n'hésitez pas à aller voir Envergure, et puis voilà. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, je pense que c'est tout bon. À voir si tu vas faire C'est un tout autre, bon. un autre podcast d'ici là, sur un autre prospect. Mais bon, la draft arrive vite, hein, c'est dans 1 semaine, 2 semaines. Ouais. Bah peut-être que je ferai regrouper par tu vois genre 3 gardes, 3 guards, 3 intérieurs. Parce qu'il y a quand même des profils que j'aime beaucoup et dont j'aimerais parler. Un français. Mais en tout cas Hein non, en français on a fait un épisode sur Oui, Drop and c'est Dunk, vrai. d'ailleurs, on a fait 11 épisodes. C'est vrai. On a fait 11 épisodes. Mais non, les autres français, je ne les ai pas vus. J'avoue. Tout comme là, je vois un nom. Alors, je ne sais pas comment c'est possible qu'ils sortent autant maintenant. Mais Cedric Coward de Washington State. Déjà, toute petite fac. Il a été beaucoup blessé. Et puis d'un coup, hop, il arrive top 15, top 20. Ok, pourquoi pas. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup, Tito. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. À très très vite pour un autre épisode ou alors une mock draft, je ne sais pas. Merci pour le soutien pendant tous ces petits épisodes, même si là on ne doit plus être beaucoup. Je vous dis à très très vite. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.